Ceux qui obtiendront un certificat d'hospitalité seront tenus de porter au bras gauche un ruban tricolore sur lequel sera tracé le mot « hospitalité » et le nom de la nation chez laquelle ils sont nés. Article 7 de la loi sur les étrangers, 3 août 1793. Cet énoncé, je l'ai rencontré la première fois en faisant en fait un premier travail sur la question de l'étranger pendant la période révolutionnaire. Et je me souviens que c'était un trouble intense parce que ça venait remettre en question l'imaginaire que j'avais de la Révolution qui pourrait offrir un modèle justement d'hospitalité, d'accueil de l'étranger. Et j'avais le sentiment que si on imposait cette visibilité dans l'espace public, c'est qu'on avait associé l'étranger à la figure du suspect. Et évidemment, un ruban tricolore avec quelque chose porté donc, sur le corps, ça a rappelé un autre bout de tissu pour moi, qui était le bout de tissu jaune, l'étoile juive, qu'avait dû porter ma grand-mère, ma mère, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait quelque chose qui venait vraiment produire une impossibilité quasi de la vision de l'historienne et en même temps la susciter d'une manière encore plus intense, c'est-à-dire obliger à un travail pour comprendre et pour savoir si cette superposition qui avait surgi de manière intense avait une légitimité historique ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'on pouvait tenir un discours de comparaison entre l'étoile jaune et le ruban tricolore. Et donc, de toute manière, c'est bien cette question du regard et je dirais d'une double archive, l'archive en tant qu'on la lit dans le texte et l'archive en tant qu'on l'a dans sa propre mémoire transmise, qui rendait l'enquête indispensable. Et du coup, il y avait une nécessité du travail qui devenait beaucoup plus intime. Ce trouble, j'ai essayé de le défaire et il se défait quand même assez rapidement parce que le décret n'est pas rédigé complètement. Cette loi sur les étrangers n'est pas rédigée à la date que j'ai indiquée. Et au moment où elle est vraiment rédigée en septembre, en fait, cette portion-là a disparu. Donc les révolutionnaires eux-mêmes ont décidé de ne pas faire porter ce ruban tricolore avec le mot hospitalité. Alors on peut se dire, soulagement, ils n'ont pas produit ce signe sur le corps, et donc quand même quelque chose à résister. Mais après, une fois qu'on a cette résistance et l'impossibilité, il faut questionner pourquoi on a décidé de ne pas faire porter ce petit bout de tissu tricolore. Alors là, quelque chose se détache entre la Seconde Guerre mondiale et l'étoile jaune et le ruban tricolore, c'est que le ruban tricolore, c'est un signe visible pour qualifier quelqu'un en tant qu'il est admis à l'hospitalité, donc qu'il est inclus. C'est-à-dire que c'est un signe tout à fait paradoxal qui distingue pour inclure, alors que le signe de l'étoile jaune, il distingue pour exclure et pour vraiment considérer que c'est quelqu'un qui quand même est au bout du compte, et on le sait aujourd'hui, voué à une discrimination radicale et à la mort. Donc là, c'est l'inverse. C'est voué à la possibilité d'être reconnu comme participant de la Révolution et ne devant pas être dérangé, même si on entend qu'il a un accent allemand, anglais, irlandais, espagnol, puisque ce sont les étrangers qui sont présents à ce moment-là sur le territoire de la France. Et donc il y a quelque chose là qui permet de continuer à interroger ce que c'est de produire un signe visible quand il s'agit d'un signe qui qualifie. Et là, un signe qui qualifie, on est dans un autre imaginaire qui peut s'ouvrir, qui est aussi un imaginaire historique, qui est, je sais pas, la petite rosette de la Légion d'honneur, enfin toutes sortes de choses qui sont les signes qualifiants. Mais ce signe qualifiant, il est quand même dans une période très ambivalente, qui est la période de suspicion à l'égard de ceux qui peuvent comploter contre la Révolution, de ceux contre lesquels on est en guerre et où on sait qu'il peut y avoir des espions. Et donc il y a quand même quelque chose qui est inquiété et inquiétant du côté de cette figure de l'étranger. Et on peut se dire que le signe est trop facilement falsifiable. Et donc la question des signes pose la question du masque. Comment un signe sur le corps
c'est un masque en fait. Et cette question du masque, c'est une question qui interroge énormément les révolutionnaires, parce que le masque, c'était finalement le symbole de la cour. À la cour, pour survivre, il faut porter un masque, y compris sans avoir l'objet masque, mais faire de son visage un masque. C'est-à-dire être capable d'imprimer sur son visage et dans son regard, non pas ce qu'on ressent et ce qu'on pense, mais ce qu'on imagine devoir faire croire à l'autre qu'on ressent et qu'on pense pour ne pas tomber dans des choses trappes. Si on a un certificat d'hospitalité, c'est que justement on ne s'est pas comporté en courtisan et qu'on a été capable de relations franches, sincères, comme les souhaitent les révolutionnaires, avec suffisamment de monde autour de soi pour qu'il y ait eu des gens pour avouer la personne. C'est-à-dire qu'avoir un certificat d'hospitalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont portés garants, qui disent oui, c'est mon employé, ou oui, c'est mon voisin, ou oui, c'est ma femme, ou oui, c'est mon compagnon, et je le connais bien, et il a tel lien avec telle autre personne, de manière à avoir suffisamment de personnes qui avouent cet étranger, et que du coup, l'hospitalité, en fait, ça soit simplement le résultat de liens qui ont déjà été tissés. Et donc, si on a beaucoup de liens, et qu'on est dans cette logique des liens, alors on n'est déjà plus vraiment un étranger. Il n'empêche que la question de la visibilité dans l'espace public, c'est la question d'une configuration de guerre civile. C'est-à-dire où on considère qu'effectivement, les signes ordinaires peuvent être retournés. Ce qui est classique dans une situation de guerre civile. Et donc c'est cette question du retournement des signes dans les situations de danger où, comme disait Montaigne, on peut être en danger dans sa propre demeure. On ne sait pas si même sa femme, son compagnon, son domestique, pour le XVIe siècle, pour le XVIIIe, sont vraiment fiables. Et donc cette question de la dénotation des signes devient un enjeu de survie. Et donc il ne faut pas trop multiplier les signes. Si on multiplie les signes, ça devient très compliqué. Et donc finalement, le signe qui avait été imaginé est plutôt quelque chose qui met en danger la société que quelque chose qui permet de la rassurer, de l'apaiser. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans cette période révolutionnaire, et pas simplement juste dans cette période, il y a eu comme ça une espèce de point de bascule, d'ambivalence entre choisir la logique du regard ou choisir la logique du lien, donc de la visibilité ou du lien. Il se trouve que c'est deux manières de penser aujourd'hui, du point de vue des sciences sociales, la question de la présence de l'altérité dans la société. Certains soulignent la question de la ligne de couleur ou de la visibilité des minorités dites visibles, et d'autres soulignent la question des gens pauvres en lien. Et il me semble que ça serait important de réinterroger la question des gens pauvres en lien plutôt que simplement la ligne de couleur, parce que ce qui me semble spécifique à la France, c'est d'imposer un certain type de mœurs qui permettent les liens, et que ça n'a pas à voir avec la couleur. Et que du coup on arrive à une situation paradoxale où on appelle blanc ou noir des gens qui ne sont ni blancs ni noirs, mais pour pouvoir justement nommer cette ligne de couleur, mais en fait des gens qui sont en lien avec l'ensemble de la société ou des gens qui ne sont pas en lien avec l'ensemble de la société. Et du coup, ce que ça vient gommer, c'est d'autres clivages historiques et des clivages qui sont vécus de manière très difficile. Alors, je pense bien sûr, on appelle aujourd'hui minorité visible les gens issus de l'immigration maghrébine, alors qu'ils sont blancs. Du point de vue d'une historicité, quand on a inventé au XVIIIe siècle ces catégories qui sont des catégories de toute manière racistes, et en même temps, ils sont dans les minorités visibles avec les Noirs, qui eux-mêmes ont été inventés au XVIIIe siècle. Donc la question de l'histoire des relations entre le monde maghrébin et le monde noir est gommée, alors que ça continue à jouer pour de vrai dans les liens possibles aujourd'hui entre les gens issus de l'immigration maghrébine et les gens issus de l'immigration
africaines, subsahariennes ou des dom-toms. Donc il y a quelque chose qui est très peu interrogé et très peu complexifié parce que la logique du regard l'emporte en ce moment dans les sciences sociales. Et moi, pour moi, c'est un problème.